Salut tout le monde, c'est Renaud. J'espère que cette fois ça va fonctionner. Dites-moi si le son marche pas ou s'il y a le moindre souci. Attendez, hop, on va faire comme la dernière fois, ça sera plus simple. Voilà, super. Alors, je vais essayer de voir vos commentaires cette fois si ça marche. Dans l'autre sens, est-ce que je vois vos commentaires? Hop. Voilà, super. Alors, on est là aujourd'hui pour parler des amortisseurs. Merci à tous d'abord pour vos retours sur la vidéo de la semaine dernière sur les différentiels. J'espère que ça vous a super aidé, que vous avez peut-être pu voir ça et vérifier que tout fonctionnait et peut-être même mettre en place ces petits setups sur votre voiture et voir que c'était mieux ou moins bien. Déjà, faire en sorte que votre voiture soit montée correctement avec le différentiel dans le bon sens, sans les rondelles. Voilà, toutes ces petites choses qu'on a essayé d'apprendre la semaine dernière. Donc aujourd'hui, c'est pour moi un point clé encore de l'ARC et du modélisme en général, c'est les amortisseurs. Beaucoup de personnes se posent la question. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera les amortisseurs, le montage, l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire entre les courses, et puis peut-être les réglages, les questions que vous avez à vous poser. Donc je vais essayer de faire un petit point en anglais aussi. La dernière fois, on avait beaucoup de personnes qui se posaient la question. Donc n'hésitez pas, si des fois la vidéo elle est en anglais, je reviens. Et aussi pour ceux qui nous rejoignent, la vidéo elle sera en ligne après, donc il y a absolument aucun souci. Hi guys, we're doing a tutorial today, to know how to build your shocks properly, and a few tips also. It's not only the building, but also on the setups. We're going to learn a few things. How can we know the shocks are too soft or too hard? Just everything that makes the car better, and everything you're going to know on the shocks, and I'm going to try to share my knowledge about that. So, est-ce que tout fonctionne correctement? Ok, je vois. Bon, bah c'est parti. Donc moi, j'ai pris un sachet qui vient du kit, donc du 8, pour vous expliquer comment on monte vraiment les amortisseurs. Si je partais sur un set d'amortisseurs qui était déjà monté, je pense que c'était un petit peu triché. Donc au moins, ça vous permettra de voir comment on les monte correctement dans un premier temps. Donc on ouvre les sachets. Alors, on a de l'huile avec le kit, je vais la mettre de côté pour l'instant. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. J'espère que on m'entend bien, que le son est bon, que vous êtes bien installés. Vous avez peut-être aussi vos amortisseurs avec vous chez vous et du coup ça va peut-être vous faire mettre des questions. Donc n'hésitez pas. Donc on ouvre les sachets, j'ai fait ça vraiment délicatement comme vous avez pu le voir. Hop. Ils sont déjà préassemblés mais c'est quelque chose qu'on défait. Hop. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que la rentrée s'est bien passée? Parce que ça c'est important. Genre cette semaine, la rentrée était peut-être compliquée. Le retour des vacances. La semaine dernière, on était en chassé-croisé. Mais là, c'est parti. J'étais à la piste moi-même aujourd'hui. Essayer de me préparer pour le championnat de France 1/10 ce week-end. Et je me suis encore régalé. Donc voilà, j'ai désassemblé les amortisseurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout posé sur la table. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Donc, les petits sachets, c'est peut-être un peu pénible pour vous, j'en conçois. Alors, est-ce que on va réussir à faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux? Je vais essayer de caler tout ça. Voilà. Alors d'origine le kit est livré avec les pistons 8x1.3 à l'avant et split à l'arrière. Donc ce qu'on appelle split c'est 4x1.2, 4x1.3. C'est un setup de base qui marche très bien. Mais ce que je peux vous conseiller moi, qu'on roule assez souvent dans le team, c'est
cette option de chez Losi. Si vous voyez la référence, donc c'est TLR 243023. Donc c'est les pistons 5 trous. C'est ceux qu'on utilise la plupart du temps sur toutes les pistes en ce moment avec, avec le kit du 8, que ce soit en nitro ou en électro. Donc sur l'électro, on met les pistons tels quels, avec donc 514, 515. Voilà. Et sur le nitro, on a tendance à repercer les pistons à l'arrière à 1.6 et à garder les 1.5 pour l'avant. Donc ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez tester quelque chose de nouveau, on verra plus tard quelle est l'influence des trous, donc pourquoi 8 trous, pourquoi 5 trous. Mais vous pouvez utiliser donc cette option là de manière à améliorer peut-être votre voiture. C'est ce que les pilotes en ce moment, c'est ce que les pilotes du team font. Et donc des pistons de 1.6 à l'arrière permettent d'améliorer la voiture dans certaines conditions. Alors, ok. Très bien. J'essaye d'avoir vos commentaires en live directement. Ludo, c'est bon, c'est en live. Phil, c'est en live, on est bon. Parce que je suis obligé d'avoir 15 trucs pour que ça marche. Bon, alors, donc les pistons d'origine, sinon les pistons 5 trous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans le petit sachet, vous avez plusieurs vis. Alors, il faut faire attention parce que vous avez des petites vis, donc très courtes. Je l'ai vu plusieurs fois. Faut faire attention, celles-ci vont que pour les bouchons d'amortisseur. Elles ne tiennent pas les pistons parce que si vous essayez de tenir le piston avec ça, ça marchera pas. Alors je sais que certains d'entre vous, comme Hugo par exemple, qui vient de nous rejoindre, salut Hugo, vous utilisez des Kyosho, des X-Ray ou d'autres voitures. Le Losi est une voiture qui a les pistons qui sont vissés sur la tige. Et par exemple, si vous utilisez un Kyosho ou un X-Ray ou n'importe quelle autre voiture, le piston est en général vissé avec un écrou. Donc nous, aujourd'hui, on va voir comment fixer les pistons avec la vis Losi, mais il n'y a absolument aucune différence si vous utilisez n'importe quelle autre voiture pour fixer votre piston sur la tige. En général, le montage est toujours un petit peu le même. Donc on va essayer de voir ça. Alors, il faut bien faire attention surtout, toujours quand vous montez vos amortisseurs, à séparer les avants des arrières parce que vous avez une tige longue, une tige courte évidemment, un corps long, un corps court, donc il faut essayer de matcher tout ça. Donc c'est parti, je continue d'ouvrir mes sachets parce que je n'avais pas tout ouvert. Donc voilà, j'ai les joints. Alors avec l'Osi, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des amortisseurs, soit ce qu'on appelle à émulsion, soit avec la coupelle. Donc ça, on y reviendra plus tard aussi. C'est quelque chose qui peut influencer sur le réglage de votre voiture. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que va vous apporter l'émulsion par rapport à la coupelle, pourquoi utiliser la coupelle, pourquoi utiliser l'émulsion et dans quelles conditions. Donc le Losi permet cette double possibilité. Vous avez à l'intérieur du sachet les joints pour l'émulsion ou évidemment la coupelle, comme vous pouvez l'avoir sur d'autres voitures à l'heure actuelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sépare les tiges avant des tiges arrière. Très sincèrement, je ne vous conseille absolument pas jamais d'utiliser les tiges arrière à l'avant et les tiges de truggy à l'arrière. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense que vous avez pu constater qu'on n'arrache plus les chapes évidemment, mais c'est les cardans qui se déboîtent. Donc si vous êtes déjà arrivé d'arracher les cardans sur votre voiture, donc le cardan qui est en débattement maximal vient complètement sortir de la noix, c'est à cause de ça. Principalement à l'arrière, si vous utilisez les tiges de truggy, moi je vous le déconseille fortement. J'utilise vraiment toujours les tiges d'origine et si vous faites la technique que je vais vous montrer aujourd'hui pour monter les chapes, vous n'aurez absolument aucun souci. Maybe we're going to do a point in English. So, like I said, the most important thing is to separate front and rear for sure, because it always gets messy when you want to put a short shaft in the rear shock or different stuff. But the kind of things here is just to build the Losi shocks, but the Losi shocks, the pistons are built with a screw, but any other car in the market has a nut. The system is basically exactly the same, just the washer behind the piston and the nut or the screw. Here we're going to show you how to build the Losi shocks, but it's pretty much always the same. Like I said, you can use the 5-hole pistons. It's going to make the car a little bit better, but for sure at the end of this video we're going to go on the setup. So now it's just the building,
then maybe the maintenance, and then at the end we're gonna go through the setup and what the difference are between the changes. Donc encore une fois, la vidéo sera en ligne après, donc ne vous inquiétez pas si vous avez raté le début, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, la vidéo sera postée en ligne, donc quoi qu'il arrive, vous aurez la possibilité de la revoir, aller dans les détails, et même à chaque fois que vous refaites vos amortisseurs, par exemple, vous pourrez revenir dans tous ces détails. Et non, on travaille, on fait tout à la suite, on pilote la journée, on fait des tutos le soir, vous voyez. Alors, dans un premier temps, il faut bien dégraisser la tige. Je l'ai vu de nombreuses fois. Si vous dégraissez pas correctement la tige et la vis qui va tenir le piston a tendance à partir. Donc toujours, c'est un conseil un peu général, si vous avez une vis qui est en aluminium, ou enfin une vis en acier, une vis en titane, peu importe, qui est fixée dans un support en acier ou en alu, la plupart du temps, méfiez-vous, il faut bien la dégraisser et ensuite coller avec du frein filet, parce que sinon vous avez des problèmes de desserrage. Une vis dans le plastique en général elle force, donc il n'y a pas de souci, elle ne va pas s'en aller. Par contre une vis acier dans de l'alu ou dans de l'acier, elle va toujours avoir tendance à se desserrer. Donc bien dégraisser avec du nettoyant frein, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage ou même magasin auto. Donc on dégraisse bien le trou à l'intérieur de la tige. Donc quelques petits coups. On souffle pour bien faire sortir l'excédent de graisse ou l'excédent d'huile au montage. Donc les 4 tiges de la même façon. C'est avec grand plaisir, j'espère que ça vous plaît, que vous allez pouvoir être meilleur, gagner toutes les courses le week-end prochain et ainsi de suite. Si ça peut vous aider dans votre carrière, je serai très heureux. Donc ensuite, pour le piston, c'est la vis la plus longue. Alors je sais pas si on voit bien, voilà, elle fait à peu près une dizaine de millimètres. C'est cette vis là qui doit tenir le piston, pas la petite sert pour le bouchon, attention. Donc de la même façon, on vient dégraisser la vis, très important aussi. Des bons embouts, surtout pour ces petites vis là qui sont du 0,050 sur le lazy. Il faut faire très attention parce que on a tendance à les foirer assez rapidement. Une microfibre. Faut-il polir les tiges? Ludo me demande. Effectivement, on a vu d'autres pilotes pro le faire. Moi personnellement, je l'ai déjà fait sur d'autres voitures, je l'ai déjà fait sur le Losi. Très sincèrement, j'ai pas vu grande différence. Alors peut-être que d'autres pilotes voient la différence, d'autres pilotes pro. Il y a des tutos qui sont passés là il y a quelques jours pour monter vos amortisseurs correctement. Moi, je l'ai fait et très sincèrement, je vois pas grand avantage, sachant que quand vous allez rouler 1 heure, vos tiges elles sont déjà sales, elles sont déjà ternies, donc plus besoin de le faire. À la limite, si vous avez roulé à un moment sans soufflet, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir polir la tige pour entre guillemets la récupérer, retrouver des conditions propres, mais si vous avez vraiment la tige qui est propre, les soufflets bien utilisés, en général il n'y a pas de souci. Alors fil, quand la vis elle est bien collée avec du frein filet pour la desserrer, il n'y a pas 50 solutions. Malheureusement, je vais faire la publicité pour mes outils, mais c'est comme ça, les outils RSRC, un bon embout, bien mettre la vis, l'embout à fond dans le tournevis, et puis c'est parti. Donc moi j'ai jamais eu très sincèrement de problème à enlever la vis. Peut-être que ton frein filet est trop puissant. Donc voilà, quelques pchits de nettoyant frein sur une microfibre. On vient passer la vis à l'intérieur et puis donc on vient dégraisser les vis. On fait la même chose pour les 4. Si votre chiffon il est sec, vous faites un pchit de nettoyant frein. Surtout bien s'assurer. Voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté pour monter les amortisseurs. Je pense que ce nettoyage et ce dégraissage est une des choses les plus importantes à faire. C'est ce qui va vous permettre de bien coller la vis et pas perdre un piston pendant la course. Je ne sais pas si notre ami Rémi Barbillon est par ici, mais je pense qu'il se rappelle de son quart de finale ou son 8e de finale en CFA ou XR. Quand vous êtes super bien placé, puis d'un coup vous avez une roue qui est toute folle, et ben voilà, c'est que le piston il est parti, il est libre dans l'amortisseur. Franck Picard, tu me demandes quelle pâte à polir. Moi, en général, j'utilise ça pour mon pot d'échappement en un 8e piste, non,
on a 8e TT. C'est du Wator, c'est une espèce de pâte un peu... comment expliquer? C'est comme du papier de verre, mais comme une éponge en fait, avec un liquide à l'intérieur qui est pré-imprégné et qui va permettre de polir. Alors moi j'utilise ça. TLR front shock is very compressed. Car, I don't really see why. It's really compressed because the spring is short, but the shock is pretty long. That's why, for example, on many other cars we have the shock that is pretty short, but on the Losi the shock is long and the spring is pretty short. So that's why you maybe got this problem. But basically, the car works this way, so there's no big deal with that. I mean, maybe I didn't really understand your question, but I think it's pretty much that. Donc on continue, les tiges sont bien dégraissées, les vis aussi. Vous avez plusieurs sets de rondelles à l'intérieur de ce sachet. Il y en a 3 tailles différentes. Alors je sais pas si ça va, on va pouvoir voir ça sur la vidéo correctement. Je vais vous les mettre ici. Hop. Alors, en fait ici vous avez les 3 tailles de rondelles. Donc celle-ci la plus fine, mais la plus grosse, enfin elle est plus grosse en diamètre extérieur, mais très fine. C'est celle-là qui va venir sous le piston. Ensuite vous avez une qui est grosse en diamètre extérieur, mais très épaisse. C'est celle-là qui va venir fixer l'amortisseur sur le support. Et ensuite vous en avez une qui est toute petite, qui est plus petite en diamètre extérieur. Si vous voyez sur la photo là, elle est plus petite en diamètre extérieur. Celle-là va venir sous la vis pour visser le piston. Donc il faut faire attention à ça, l'ordre des rondelles. Donc dans un premier temps, assez grosse en diamètre mais très très fine, donc qui vient sous le piston. Donc là j'ai une tige arrière, le piston split, et ensuite on vient mettre la vis, la dernière rondelle, donc qui est plus petite en diamètre extérieur mais toujours assez fine. En VOD. Donc une petite pointe de frein filet, et ensuite on vient serrer la tige. Alors là à ce moment là c'est là où ça devient technique. C'est que pour serrer la tige, plusieurs possibilités. La grosse pince multiprise, non. Vous avez un outil TLR 99-101, c'est un outil qui permet de serrer les tiges, donc 3, 3,5 et 4, qui va vous permettre de faire toutes les voitures Losi. Ou sinon, vous êtes toujours demandé à quoi servaient ces 2 petites pièces qui sont à l'intérieur du kit. Donc ces outils-là vous permettent de monter les amortisseurs. Donc d'un côté, vous en avez un qui a une pince, voilà, et ça vous permet de tenir la tige. Donc on fait rentrer l'axe dans cette pince. On clipse même, je pense. Voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre votre pince multiprise pour justement serrer la tige sans l'abîmer. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas des voitures TLR Losi, eh ben, il faut acheter un Losi. Non, évidemment, vous pouvez acheter sur n'importe quel site, soit la pince TLR, je crois qu'il y a d'autres fabricants aussi qui en font de ce style. Et ensuite, tout naturellement, on vient visser la vis, si elle veut bien. Pas toujours magique. La vis était un peu dans le milieu au départ. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez rapide. Je pense que la dernière fois la vidéo était un petit peu longue. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense que à force. Donc voilà, naturellement quand vous utilisez ce système, le piston va être serré et donc à partir du moment où la tige tourne dans la pince, tout va bien. Il y a plusieurs façons de monter le piston. Alors il y en a qui le préfèrent mobile sur la tige. Moi ce que je vous conseille, c'est que le piston soit quand même
soit quand même uni avec la tige, qui pivote pas dessus. Sachant en plus qu'avec ce système de la vis et de la rondelle, si vous laissez le piston mobile sur la tige, donc avec une rotation sur la tige, vous allez forcément le perdre. Il faut vraiment le serrer. Donc voilà, Christophe, tu vois, j'avais juste anticipé ta question, évidemment. Donc il y a plusieurs montages. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de le laisser fixe sur la tige, sur n'importe quelle voiture que vous utilisez. J'ai vu David aujourd'hui faisait son tuto aussi pour monter les pistons de bodies. Il le laisse mobile. À chacun sa façon de faire, mais moi je le laisse plutôt mobile. Voilà, je le laisse plutôt fixe, pardon. Donc la même façon, les deux autres pistons. Voilà, hop. Exactement pareil. Donc je vais quand même avancer. On va mettre tout ça de côté. On va faire un amortisseur pour l'instant pour vous montrer exactement. Non, sans serrer exagérément. Une fois que le piston il est serré et tout va très bien, vous n'avez plus besoin de faire forcer, parce que si vous faites forcer quand vous allez serrer, alors dans tous les cas, quand vous êtes sur un Losi, vous êtes avec cette petite vis de 0,050. Vous n'allez pas pouvoir serrer tant que ça, donc dans tous les cas le piston va pas s'écraser. Mais si vous êtes sur une autre voiture et que vous avez bien serré la tige, bien serré l'écrou, il se peut des fois que le piston s'écrase un petit peu et du coup le piston force dans le corps d'amortisseur. Donc faites un petit peu attention à ça. Quand vous avez fini le montage de votre tige avec le piston, assurez-vous bien que le piston coulisse dans le corps d'amortisseur. Il y a des fois des apéraces qui sont très 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 limites. Donc si jamais le piston coulisse pas dans le corps d'amortisseur, desserrer un petit peu la vis ou l'écrou de manière à ce que vous soyez sûr que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de souci. Donc ensuite on passe au montage donc dans le corps d'amortisseur. Salut Rémi, tu vois je parlais de toi tout à l'heure, c'est dommage t'étais pas là. Tu regarderas du coup la vidéo dans le replay pour savoir pourquoi j'ai craché dans ton dos. Donc moi j'utilise la petite graisse Losi. Alors on va attendre que le focus se fasse s'il veut bien. Voilà, TLR 77002. C'est de la graisse spéciale pour les joints. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre graisse. Le problème c'est qu'elle va faire gonfler les joints. Donc cette graisse là est particulièrement bien appropriée pour les joints. Donc moi en général j'en mets une petite noisette. Hop, petite noisette sur le doigt. Hop. Vous voyez, comme ça. Et ben non Christophe, je fais le championnat de France un 10e électrique ce week-end, donc je pourrais pas être à Neules-les-Mines. J'aurai Manu, mon fidèle beau-frère et mécano qui sera là par contre avec vous. Donc ensuite je mets un premier joint, hop, alors avec la lumière encore une fois, voilà. J'ai mis le joint dans la graisse. Voilà, on fait bien mariner un petit peu le joint dans la graisse. Donc en fait cette graisse, elle va vous permettre dans un premier temps de bien lubrifier les joints, mais dans un second temps c'est cette graisse là aussi qui va faire un petit peu la jointure extérieure du joint et la jointure aussi de la tige avec le joint. Donc le fait que votre amortisseur soit parfaitement étanche vient aussi de la graisse, parce que la graisse va vraiment combler les pores des joints et de l'axe avec la tige. Le piston s'use à la longue. En général, on utilise des matériaux qui s'usent pas beaucoup. Sur l'Osi, le traitement du corps est très très bon. Donc en général, vous voyez que après même 2 heures, 3 heures de roulage, si votre soufflet est bien utilisé, il n'y a aucun souci. L'huile, elle est toujours blanche, donc il n'y a pas de problème. Il y a d'autres voitures où c'est plutôt le corps qui va s'user. Donc effectivement, vous avez la contrainte entre le piston et le corps qui va s'agrandir, et du coup, ben, vous allez avoir des amortisseurs qui vont être un peu plus mous. Alors restez bien en ligne, on va voir à la fin, on va essayer de régler vos voitures un petit peu, comment savoir si l'amortisseur est trop dur, comment savoir si l'amortisseur est trop mou. Donc on va essayer de répondre à la question. Donc dans un premier temps la première rondelle, ensuite le deuxième joint, exactement pareil, donc dans la graisse. Hop. Et enfin la dernière rondelle, avant de mettre le petit joint. Alors sur le 8 c'est pareil, on a un joint qui vient à l'extérieur du bouchon, voilà. Et ensuite le petit bouchon qui vient fermer la tige. Voilà, donc là on a notre corps d'amortisseur qui est complet, prêt à rouler. Alors
Là, moi, je le fais à la main, hein, en général, ça suffit. Donc, Christophe, la membrane ou l'émulsion, ça, on reviendra plutôt à la fin sur cette question-là. Dans tous les cas, je vais faire le montage d'un amortisseur à émulsion et à membrane. Donc, ça va vous permettre de voir les deux techniques, comment fermer un amortisseur dans un cas ou dans l'autre. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi l'émulsion et pourquoi la membrane à ce moment-là. Donc, notre corps est prêt, la tige aussi. En général, j'utilise donc 37,5 pour l'avant, 32,5 pour l'arrière avec les pistons d'origine. En général, on adapte l'huile au piston. Alors souvent, moi j'ai la question de certains autres pilotes qui me disent t'as quoi comme huile? Et ben malheureusement, l'huile dépend vraiment de l'utilisation des pistons. Donc c'est quelque chose qu'il faut, il faut vraiment faire attention à ça. En général, l'un va pas sans l'autre. Hi Tim, hi USA. Donc l'un va pas sans l'autre. Évidemment, si on me dit j'ai de la 32 mais avec des pistons 5 trous ou de la 32 avec des pistons 8 trous, le comportement de la voiture sera complètement différent. Donc les deux vont toujours ensemble. Qu'est-ce que tu as comme piston dans un premier temps? Et ensuite, qu'est-ce que tu as comme huile? Pour vraiment savoir les deux et voilà, comme je vous ai dit, l'un va pas sans l'autre. Donc la 32,5, l'huile que vous utilisez en général pour monter vos amortisseurs, vous mettez une petite goutte, voilà, dans le passage des joints. Donc là, on va voir que la goutte descend délicatement dans les joints. Ensuite, la tige dans le sens inverse, en faisant un petit peu tourner comme ça. Ça permet donc que l'huile passe à l'intérieur des joints. Voilà, on fait quelques allers-retours pour être bien sûr que tout est bien mis en place, que tout est libre aussi. Et ensuite, on enlève l'excédent de graisse sur un chiffon, voilà. Et ensuite, on peut insérer la tige dans le corps d'amortisseur. Alors toujours avec une petite rotation aussi quand vous le faites descendre. Voilà, comme ça, vous n'avez pas abîmé les joints au passage de la tige. Alors c'est valable pour n'importe quelle voiture, hein. Ça vraiment je vous explique pour un Losi TLR, mais sur n'importe quel kit c'est exactement la même démarche. Donc là on a l'amortisseur qui est déjà en bonne posture, déjà quasiment prêt. Alors moi ce que je vous conseille aussi de faire, alors je sais pas si c'est valable sur les autres kits, c'est valable sur les TLR en tout cas. Le soufflet il est assez rigide, alors soit vous le trempez dans l'huile silicone ou dans un bain de WD-40, en général ça va le ramollir. Déjà dans un premier temps ça le rendra un petit peu plus souple, et dans un second temps ce que je peux vous conseiller aussi, parce que quand vous allez, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous avez monté votre amortisseur complet sans huile, vous faites aller la tige dans un sens et dans l'autre, ben c'est pas toujours très libre. On voit que le soufflet des fois il va empêcher le fonctionnement de l'amortisseur. Alors il faut le faire évidemment avec un petit trou. Moi j'ai une pince, vous voyez, elle est déjà un peu abîmée, mais c'est ce que je me sers pour percer les pneus. J'utilise l'embout le plus petit, et en fait je fais un petit trou, je sais pas si vous voyez là, vraiment sur le côté du soufflet, vous voyez là, juste un tout petit trou. Ça va permettre à l'air de sortir et de rentrer quand la tige rentre. Alors c'est un tout petit trou, donc la poussière ne rentrera pas pour autant, vous aurez toujours une bonne jointure, il n'y a pas de souci. Mais par contre le soufflet pourra se vider d'air quand la chape va rentrer dans l'amortisseur, parce que vous voyez le trou ici, donc là je mets mon soufflet, hop, en poussant le petit doigt pour faire sortir la tige, voilà. Donc là on voit mon trou, voilà, il est à peu près à cet endroit là. Donc à cet endroit là, dans tous les cas vous avez forcément le bouchon de l'amortisseur qui est ici, donc la poussière ne rentrera pas dans le soufflet. Par contre quand vous faites venir et rentrer la tige, bah, vous voyez l'air sort très facilement par ce trou là, et ça donne vraiment une belle liberté de mouvement. In English, I think it's pretty obvious. What I did is a small hole. It makes just the air goes out and in of the rubber band, the shoe. It doesn't suck the dust in. It just makes it smoother when you just wanna cooperate and use your shocks. Donc ensuite on vient serrer la chape. Alors attention, point noir pour tout le monde. Je pense que vous avez déjà arraché des chapes sur un Losi. J'étais à la piste aujourd'hui. J'ai encore vu quelqu'un l'arracher. Je ne vous conseille pas d'utiliser les tiges de Truggy pour éviter ce phénomène. Il faut vraiment faire attention juste à la fixer et à la monter correctement. Donc dans
dans un premier temps la boule. Alors, pour toutes les chapes Losi, c'est valable pour les chapes d'amortisseur, mais c'est aussi valable pour les tirants. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, vous avez un côté où, vous voyez, elle est plutôt brillante au niveau du trou. Voilà, juste à la lisière du trou où on met la boule, la chape est brillante. Vous voyez sur les chapes d'amortisseur, mais vous voyez très très bien sur les chapes de tirant. Moi, en général, je rentre la boule de ce côté-là, donc côté brillant. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de liberté de mouvement de ce côté-là. Si vous la mettez dans l'autre sens, ça va faire une espèce de petite paillette, une petite bavure. Et du coup, la boule ne sera pas vraiment libre à l'intérieur. Et après, vous allez être obligé de presser. Et c'est pas les choses qu'on conseille de faire. Donc ensuite, une pince multiprise. Voilà, c'est peut-être pas joli, mais c'est toujours efficace. Voilà, très facile. La boule est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, moi, la boule, elle a vraiment une belle liberté de mouvement. Je sais pas comment c'est sur les autres kits. Il se peut qu'à ce moment-là, la boule elle soit pas libre. C'est valable aussi pour les tirants de carrossage par exemple. Alors là, je suis désolé, mais c'est pas bien joli non plus. Si jamais vous avez une chape qui est un peu récalcitrante comme ça, vous la prenez comme ça délicatement et puis vous appuyez très délicatement. C'est vraiment pas quelque chose que je devrais vous montrer, mais en fait vous appuyez légèrement sur la chape. Et ça va vous permettre de libérer, donc d'écraser un peu le plastique et de faire un peu de la place pour la boule et donc libérer le mouvement. Faites bien attention, pas trop appuyer parce que je citerai pas de nom de Mathieu Chaffardon, mais en appuyant très fort on casse la boule. Donc juste une petite pression. Donc ensuite on revient avec l'outil ou la pince pour serrer la chape. Alors c'est à ce moment là que sur un Losi il va falloir faire attention. Très sincèrement, avec cette utilisation, ce montage de chape et ensuite le réglage du débattement correct comme on verra tout à l'heure, vous n'avez aucune chance d'arracher une chape. Si vous avez à un moment particulier à changer les pistons d'amortisseur pour X ou Y raison ou juste une maintenance ou un entretien, en général la chape elle fait une utilisation. Le plastique est très mou. Pour pas casser en hiver par exemple, c'est toujours on a des conditions climatiques qui peuvent varier si vous êtes à Montpellier ou si vous êtes à Saint-Tropez en plein été. Donc en général le plastique est très souple, donc si vous l'enlevez, le filetage va être fragilisé et du coup vous allez avoir tendance à l'arracher. Donc moi ce que je peux vraiment vous donner comme conseil, c'est si vous démontez cette chape une fois, vous prenez le risque de l'arracher. Donc si vous la démontez, eh ben, soit vous mettez une nouvelle paire, soit cette chape-là va vous servir à un entraînement ou en secours, ou voilà. Mais je ne vous conseille pas de la remonter telle qu'elle, sinon vous prenez le risque de l'arracher. Donc on tient toujours la tige, on vient serrer la chape. Donc, tout simplement. Et là, en fait, justement, pour pas l'arracher, vous venez jusqu'à ce que ça bloque. Voilà, là ma chape est bloquée fond de filetage et ensuite vous desserrez juste, voilà, un huitième de tour comme ça. Et si vous faites cette technique là, je peux vous garantir que la chape ne partira pas. J'essaye de lire les commentaires en même temps. Voilà, donc là, mon amortisseur est parfaitement monté. Toujours une belle liberté de mouvement. Le piston est libre dans le corps. Tout va bien. Donc ensuite, on prend un support, alors n'importe lequel. Et ensuite, on vient mettre l'huile. Donc là, j'étais sur un amortisseur arrière. Piston donc d'origine 4x1,2, 4x1,3. Et ensuite... donc de l'huile en 32,5. En général, moi je viens jusqu'à peu près à la moitié de l'amortisseur. Voilà. Pour faire sortir les bulles d'air. Alors là, on va donc monter un amortisseur avec coupelle. On verra tout à l'heure avec émulsion, c'est un petit peu différent. Donc là, je monte l'huile à peu près à moitié du corps. Ensuite, je fais monter. Alors j'ai besoin de voir quand même, mais je fais monter à peu près le piston à peu près à ras-bord, sans sortir le piston de l'huile. Donc pour bien faire sortir les bulles dessous le piston. Et donc on fait voilà quelques mouvements comme ça.
en faisant pivoter la chape pour être sûr que les bulles qui étaient de part et d'autre du piston passent au-dessus. Donc là, j'ai des bulles qui sont un petit peu remontées. Il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent des pompes sous vide pour faire sortir les bulles d'air. Moi personnellement j'en ai jamais utilisé, c'est juste un petit peu de patience, hormis prendre un petit peu plus de temps pour faire vos amortisseurs. Pour moi la pompe elle a aucun intérêt, sachant, on le verra plus tard, que si vous faites des amortisseurs à émulsion, quoi qu'il arrive, ce qu'on va rechercher c'est d'avoir un mélange d'air et d'huile. Donc si vous faites des amortisseurs à émulsion, vous avez beau pomper sur votre petite pompe pendant un quart d'heure, ça servira exactement à rien, sachant que en fonctionnement, l'amortisseur sera plein d'air et sera plein de bulles d'air. Donc vous avez une belle pompe à vide, mais si vous utilisez que des amortisseurs à émulsion, par exemple en 1/10, ben, vous pouvez la ranger parce qu'elle vous servira à rien du tout. Donc là, pendant ce temps-là, mon amortisseur, les bulles d'air, elles remontent. Je vais préparer le bouchon. Donc moi, je fais toujours 2 bouchons à la fois, sachant que pour moi, c'est important de faire une paire d'amortisseurs et donc après, ce sera plutôt dans le fonctionnement tout à l'heure. Alors Stéphane, question très importante, c'est vrai que sur les pistons, on y verra aussi dans le fonctionnement tout à l'heure et dans les réglages. Personnellement, ça fait aujourd'hui 25 ans que je fais de la voiture radiocommandée. J'ai essayé beaucoup de choses, piston conique, piston à clapet, piston à double effet, piston à bille, piston à tout ce que vous voulez, piston en laiton même dernièrement avec joint torique. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Il n'y a pas de magie. Si vous voyez les pilotes professionnels aujourd'hui rouler, vous leur passez votre voiture et puis vous essayerez de faire la même chose. Il n'y a pas de magie. Personnellement, moi j'utilise des pistons avec des trous, 5 trous ou 8 trous en fonction des conditions aujourd'hui. J'utilise pas de clapet, j'utilise pas de piston à double effet, j'utilise pas de magie, ressort ou quoi que ce soit à l'intérieur de mes amortisseurs. Et ça, je vous le dis en toute sincérité, là on peut ouvrir les pistons sur ma voiture, on peut ouvrir les amortisseurs. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas. On a aujourd'hui énormément de possibilités de réglage sur un buggy de toute échelle qui soit. Et c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de me poser la question de savoir à quoi ça va servir un piston à bille ou un piston à clapet, alors que vous ne savez pas régler la garde au sol. Et c'est une des choses les plus importantes, par exemple. Donc, même moi, qui fais de la RC depuis plus de 25 ans, c'est compliqué déjà de régler une voiture. Quand vous avez des pistons 5 trous, 6 trous, 8 trous, c'est déjà compliqué. On n'a pas besoin de se rajouter encore des choses comme ça. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez essayer des pistons à clapet. Sur une piste, ça va être magique, ça va être super. Et vous allez peut-être prendre des chronos, vous allez vous sentir super bien, vous allez gagner quelques dixièmes, vous allez être content. Sauf que le week-end d'après, vous allez arriver sur une autre piste qui n'a rien à voir et qui est peut-être même pas votre piste habituelle. Donc, vous allez déjà peut-être avoir un petit peu de temps à apprendre le tracé, un petit peu de temps à vous mettre dans le bain. Et puis, la voiture ne va pas être facile. Et vous allez revenir au piston d'origine et ça va être beaucoup mieux. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment typiquement ce que vous allez pouvoir gagner d'un côté, vous allez pouvoir le perdre de l'autre. Et aujourd'hui, on a une multitude de réglages sur les buggy, de n'importe quelle échelle qui soit. Et si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est en général, une voiture facile sera rapide. Si vous avez une voiture qui est facile, vous allez pouvoir la pousser à ses limites et donc vous allez pouvoir être rapide. Si vous avez une voiture qui est difficile, qui est peut-être très performante, elle va être plus difficile à piloter, vous allez faire des erreurs et du coup vous allez tout perdre. Oui, bien sûr, Olivier, tout ça c'est in the book, comme on dit. J'ai énormément de vidéos qui vous attendent, donc le réglage garde au sol, débattement, tout ça, on verra ça dans une autre vidéo. Évidemment, je sais qu'il y a tout à apprendre, il y a tout à savoir, j'aimerais tout vous donner en une vidéo, mais c'est un petit peu compliqué là de tout faire en une seule fois. Donc je vais quand même avancer. Donc les pistons, je mets les bouchons, pardon, je mets les inserts à l'intérieur. Voilà, alors toujours, c'est pour ça que je vous expliquais de faire une paire. J'ai la vis de purge en fait qui est vers l'intérieur. Vous voyez là les deux pistons, voilà, les deux bouchons, pardon. Donc les vis de purge se font face, comme ça. Et donc je mets les deux inserts de la même façon. Donc celui-ci et celui-là.
pour qu'en fait, une fois que c'est sur la voiture, alors après c'est une question d'esthétique, hein, mais une fois que c'est sur la voiture, vous avez les deux bouchons qui sont montés sur la voiture et les deux vis de purge, elles sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur comme vous désirez, mais en attendant, vous avez vraiment un réglage qui est symétrique, sachant que chaque piston, chaque bouchon, pardon, oula, un peu fatigué, chaque bouchon va avec son amortisseur. On verra plus tard que dans le réglage de la garde au sol, c'est important parce que on fait une marque sur la collerette de garde au sol et on la règle en fonction du bouchon. Donc si vous intervertissez le bouchon avec le corps, vous allez perdre cet équilibre-là et puis votre garde au sol sera plus identique d'un côté et de l'autre. Vous aurez peut-être 1 mm de garde au sol de plus d'un côté que de l'autre. Donc là, voilà, j'ai toujours une paire de bouchons. Et je pense que mon amortisseur est prêt. Voilà. Donc là, je sais pas combien de temps il s'est passé depuis tout à l'heure. Je pense 2-3 minutes, pas plus. J'aimerais pouvoir vous montrer. Je sais pas si on va voir. Voilà. Mon bouchon, il a plus aucune bulle d'air. Enfin, mon amortisseur, pardon, a plus aucune bulle d'air. Donc là, il est prêt. Vous voyez, j'ai pas utilisé de pompe. Et donc, ça s'est très bien passé. Il suffit juste de faire autre chose en attendant. Donc là, je complète mon amortisseur. Alors toujours avoir plus d'huile que pas assez, entre guillemets. Quand vous allez serrer votre amortisseur, il faut toujours qu'on ait un excédent d'huile. S'il n'y a pas d'huile qui va sortir du bouchon quand vous serrez l'amortisseur, il faut forcément en rajouter. Donc là, vous voyez, mon amortisseur, il est à ras. Bon, un peu trop, mais du coup, ça a coulé. Donc on revient au bouchon. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un amortisseur avec un montage avec la coupelle. Donc la coupelle dans un premier temps, dans le bouchon. Voilà, avec un petit outil, on vient bien faire le tour, voyez, pour bien mettre la coupelle au fond de sa gorge. Et ensuite, donc pour le bouchon avec la coupelle, on met directement la vis de purge. Vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps. Alors, pas besoin de frein filet sur celle-ci. Dans tous les cas, elle va pas se desserrer. Donc avec la petite rondelle cuivrée qui est livrée dans le kit. Voilà. Alors ça c'est valable pour le Losi, hein, mais si vous utilisez un Kyosho ou un X-Ray ou un Hot Body ou n'importe quelle autre voiture, en général vous n'avez pas cette vis de purge là, donc vous mettez juste la coupelle à l'intérieur du bouchon et puis c'est parti. Donc là c'est l'aspect un peu technique de la fermeture de l'amortisseur. Juste la tige pour l'instant est complètement sortie. On vient commencer à faire visser le bouchon. On voit qu'il y a un excédent d'huile. Donc c'est à ce moment-là, moi, que je vais rentrer. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça se voit bien sur la vidéo. Voilà. Hop. Je vais faire rentrer la tige complètement en faisant donc sortir tout l'excédent d'huile. Voilà. Donc là, je maintiens la tige, vous voyez, avec mon petit doigt. Donc la tige est complètement à l'intérieur de l'amortisseur. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je viens serrer complètement mon bouchon. Alors on voit que voilà, j'y vais tout doucement. L'huile sort encore. Voilà. Délicatement. Alors par moment vous pouvez redévisser un petit peu, voilà, faire des allers-retours pour être sûr que votre amortisseur il n'est pas en pression. Voilà. Donc là je suis quasiment au bout. Donc toujours les petits outils. Hop, vous avez cet outil là qui vous permet de tenir le corps d'amortisseur. Et puis l'autre outil, alors une fois qu'on a mis l'insert, je pense pas que ce soit possible. Si, voilà. Donc là toujours, j'ai la tige complètement, je maintiens la tige à l'intérieur de l'amortisseur tout en tenant le corps. Et ensuite je viens complètement serrer le bouchon. Voilà, en faisant devant l'iPad, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on tient la tige, le corps, et on vient donc complètement finaliser de serrer le bouchon. Voilà. Est-ce que j'ai serré à fond? Alors si vous voulez, vous pouvez juste vous appuyer sur quelque chose, hein, sur le support. Là c'est vrai qu'avec le soufflet, c'est un peu compliqué.
Là, je l'ai fait avec l'outil, c'est juste pour vous montrer, mais bon. D'habitude, si vous serrez et si vous avez suffisamment de force à la main, évidemment, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous pouvez aussi mettre un tournevis en travers, si vous n'avez pas un TLR, hein. Vous mettez un petit tournevis en travers dans le bouchon et vous venez complètement serrer. Alors voilà, c'est les aléas du direct. Ces petits outils-là, c'est super bien, mais avec quasiment 30 ans d'expérience, ben, on ne se sert pas de ça. Donc voilà, moi je le fais plutôt comme je vous ai montré, donc en tenant le corps dans une main et puis un tournevis dans l'autre. Donc voilà, mon amortisseur il est prêt. Donc là, silence complet. On n'entend pas de bruit. Donc si vous sentez que il y a du bruit ou c'est pas tout à fait libre, c'est en général que vous avez de l'air dans l'amortisseur. Donc à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas mis assez d'huile. Donc il faut rouvrir, remettre de l'huile, attendre que les bulles sortent et ensuite réitérer le processus. Donc en général, donc amortisseur complet. Si je tire complètement la chape, vous voyez, elle reste en place. Et si je la pousse à l'intérieur complètement, elle ressort légèrement, à peu près d'un centimètre. C'est dû à la pression dans l'amortisseur et au soufflet. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, là, l'amortisseur, il est prêt à rouler. Donc là, tout est prêt. Hormis donc la rondelle extérieure pour la mesure de la garde au sol, votre amortisseur à coupelle est prêt à rouler. Donc, pour finir le montage, alors est-ce que j'en ai là? Non, bon, on va faire avec autre chose. Donc, pour finir le montage, moi ce que je vous conseille, c'est pour mettre cette rondelle, en général, c'est un peu compliqué. Donc, on met bien le joint dans son logement. C'est un peu compliqué pour en général serrer la molette sur l'amortisseur. Soit vous mettez un petit peu d'huile silicone, soit du WD-40 encore une fois. Ce qui permettra de remonter la molette quand vous avez toute la longueur de l'amortisseur à faire, c'est un petit peu compliqué. Bah alors. Une petite bavure dans la collerette, vous voyez. J'en pensais qu'il fallait que la tige sorte autant. En général, à laisser 5 millions, on me disait que c'était trop. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le rebond. C'est quelque chose qui est assez important, mais en général, si votre tige elle sort de quelques millimètres ou d'un centimètre, alors peut-être que un centimètre, si vous n'avez pas le soufflet, rien du tout, un centimètre c'est peut-être beaucoup. En général, si vous avez le soufflet et vous avez tout, vous voyez là, elle sort de quelques millimètres. C'est ce qu'on appelle le rebond. Donc le réglage du rebond, soit vous le faites en desserrant la vis ici et vous sortez encore un maximum d'air de la coupelle, soit vous enlevez un peu d'huile dès le départ pour faire en sorte que vous en ayez moins. Sachant que ce que j'ai fait moi là, j'ai serré le bouchon avec le soufflet. Si vous voulez enlever encore du rebond et complètement vraiment le faire mort, alors moi c'est vrai que j'ai tendance à le faire mort et avoir le moins de rebond possible. En général le rebond est quand même un problème en piste, mais en fait vous pouvez soit retourner le soufflet comme ça, soit vous l'enlevez complètement et puis vous serrez votre bouchon à ce moment là. Là si je le rouvre par exemple, je rouvre mon bouchon et que j'ai retourné le soufflet, on va voir que voilà, il y a encore de l'huile qui sort parce que tout à l'heure on avait l'épaisseur du soufflet qui venait nous embêter. Alors moi très sincèrement le rebond c'est pas quelque chose sur lequel je joue. J'essaye d'avoir toujours un minimum de rebond en piste. Vous voyez là la tige elle ressort voilà que quelques millimètres. Et si vraiment ça vous paraît encore trop, vous desserrez le bouchon, vous resserrez encore légèrement, tout doucement, de manière à faire sortir encore l'excédent d'huile. Là, tout ce qui se passe en fait à ce moment-là, c'est juste la pression que vous avez dans la coupelle, la pression de l'air dans la coupelle, quand la tige vient rentrer. Donc en fait, si vous voulez vraiment encore qu'il soit complètement mort, vous enlevez juste la vis ici pour vider complètement l'air.
quand vous rentrez la tige à l'intérieur de l'amortisseur. Le problème de ça, c'est qu'en fait, vous allez serrer votre vis avec pas d'air du tout dans la coupelle et vous allez avoir tendance à faire un amortisseur qui va être en dépression plutôt qu'en surpression. Et quand vous avez un amortisseur en dépression, eh ben, ça va plutôt aspirer par ici au lieu de faire sortir de l'huile. Et en général, si vous avez des changements de pression, je sais que par exemple, vous faites la voiture à la maison, par exemple, vous allez faire une course, la pression atmosphérique fait quand même pas mal varier ce genre de choses. Et si vous avez un amortisseur qui est soit en dépression, soit en surpression, quand le rebond il est pas très bien réglé, bah, vous allez avoir des effets un petit peu compliqués en piste. Michel, je pense que tu as peut-être le son qui est mal réglé parce que j'ai pas eu de soucis avec ça depuis tout à l'heure. Personne m'a dit que le son était mauvais, donc je pense que c'est peut-être de votre côté. Donc le rebond, voilà, on le règle soit par la vis là, mais la plupart du temps, il faut que le rebond soit minimum. En général, trop de rebond va faire en sorte que la voiture elle va rebondir des bosses ou très mal amortir dans les trous. En général, quand vous n'avez pas la tige qui ressort ou quand vous avez la tige qui ressort un minimum, c'est quand même un réglage qui est mieux et votre voiture sera quand même plus homogène au cours du temps. Donc là voilà, mon amortisseur est complètement prêt. Comme je disais tout à l'heure, on va mettre la collerette. Alors juste un petit filet d'huile ou du WD-40 sur le corps parce que sinon vous allez galérer à la serrer cette molette. Alors ça c'est valable pour tous les kits évidemment. Alors moi ce que je vous conseille c'est de la serrer complètement. Donc là l'amortisseur est complètement prêt et en fait c'est à ce moment là que vous allez faire la marque pour le réglage de la garde au sol. Alors la garde au sol c'est la hauteur de châssis comparée au sol et donc c'est à ce moment là que vous allez appairer la coupelle avec le bouchon. Donc là elle est vissée complètement à fond. Donc soit vous prenez un feutre, soit vous prenez un marqueur, soit vous prenez une Dremel, une petite meuleuse avec une petite fraise. Et en fait, vous faites une marque qui est en face, je sais pas si on voit, voilà, qui est en face du bouchon. En fait, comme ça, vous allez pouvoir compter les tours. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était très important d'avoir le bouchon, quand vous faites l'entretien de vos amortisseurs, d'avoir le bouchon qui est avec le corps d'amortisseur, parce qu'à ce moment-là, vous allez régler la collerette avec l'amortisseur. Donc si vous faites un tour pour ajouter 1 mm de garde au sol, vous avez démonté votre bouchon, vous l'avez mis avec un autre amortisseur, bah, le départ sera plus en face du bouchon et puis vous allez vous retrouver avec une garde au sol qui peut être quasiment 1 mm d'écart entre un côté et l'autre. Donc toujours bien faire attention à quand vous démontez le bouchon à ce que la collerette soit avec. Je sais pas si j'ai un amortisseur ici. Je vais vous montrer. Voilà, on va éviter de mettre la Dremel sur la vidéo, mais voilà, moi je mets un petit coup de Dremel comme ça, en face du bouchon, ça nous permet de toujours repérer, au moins quand vous faites un tour, voilà, vous avez un tour qui correspond vraiment au bouchon. Donc notre amortisseur est prêt. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de le mettre sur la voiture, donc avec le ressort et la coupelle. Donc on verra ça tout à l'heure, le montage sur la voiture. Maintenant on va passer au montage à émulsion. Donc à émulsion, quelle est la différence entre émulsion et coupelle? En fait, un montage à émulsion, c'est un montage qui va permettre de mélanger l'air à l'huile. Donc sur toutes les voitures 1 dixième, en général, vous avez ce montage-là. Sur une multitude de buggy aujourd'hui, un 8e, vous avez de plus en plus la possibilité de passer sur l'émulsion. Alors, soit c'est une option, soit c'est d'origine. Sur le TLR, évidemment, c'est d'origine. Donc là, je vais juste faire le procédé inverse. Donc j'ouvre l'amortisseur et sur mon support, je mets donc l'amortisseur avec le bouchon en face. Si vous avez les 4 amortisseurs, toujours de la même façon, si vous faites l'entretien, les 4 amortisseurs, les 4 bouchons, vous avez toujours le bouchon qui va avec l'amortisseur. Donc Neil nous demande, je fais mes huiles d'amortisseur arrière, mais la voiture a du mal à remonter, d'où vient le problème? Alors, ça on verra tout à l'heure dans le réglage plutôt de l'amortisseur. Donc là on est plutôt dans le montage, mais je vous invite vraiment à rester parce que à la fin on parlera plus réglage
pourquoi l'amortisseur est dur, pourquoi l'amortisseur est mou, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle condition. Pour le 1/5, c'est l'émulsion ou la coupelle. Alors, très sincèrement, j'ai jamais piloté d'un 5e. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émulsion va donner plus de grip à la voiture, mais la voiture aura un moins bon comportement dans les trous, sachant que vous aurez plus de rebond à ce moment-là. Il y aura plus de pression dans l'amortisseur, puisque vous allez avoir un mélange d'air et d'huile dans l'amortisseur. Donc émulsion, c'est bien ça, hein, comme vous faites une mayonnaise, une émulsion. On va faire un mélange d'huile et d'air, et donc l'émulsion donne plus de grip, plus d'adhérence à la voiture, mais rend la voiture difficile dans les trous. Donc en général, si vous avez une piste plate, un billard, pas de grip, je vous conseille de mettre l'émulsion. Si vous avez une piste avec des trous ou une piste qui a énormément d'adhérence, on a tendance à les retirer. Voilà. Donc là, on va passer à l'émulsion maintenant. Donc avec une petite lame sans percer la coupelle, on fait bien attention. Voilà, pour retirer la coupelle. Voilà. Et on vient mettre le joint pour l'émulsion. Alors, n'importe quelle marque de voiture aujourd'hui, je pense, le propose. Et on enlève la vis. Donc, si d'entrée de jeu, vous ne l'aviez pas monté. Car, difference between emulsion and bladder. For me, the emulsion is going to give more grip to the car, and the bladder is going to give less grip, but the car is going to be easier in the bumps. Sorry for all the guys that are watching the videos. I don't know if you guys are numerous, but for sure I'm doing my best. So for sure this video is in French. I think we have many tutorials on the internet of shock setup and how to build shocks. For me, this video was not really about building shocks. It's just about the setup and the thing we're gonna go through after the video. So just please stay there, and we're gonna talk about it. But for sure, emulsion is gonna give more grip, but the car is not gonna be that good in the bumps, and bladder is gonna give less grip, but the car is gonna go through the bumps a lot better. So the jumping and the landing is gonna be a little bit better with the emulsion. So if you have a flat track with a lot of jumps, emulsion is going to be better. But if you have track that is getting a little bit rough, like in Europe or with high bite, it's better to go with the bladder. Donc là, peu importe la pompe, peu importe l'air, évidemment, le mieux, c'est d'avoir un minimum de bulles d'air dans l'amortisseur au moment où vous allez le fermer. Mais le but de l'émulsion, c'est d'avoir de l'air dans l'huile. Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper de l'huile et de l'air à ce moment-là. Par contre, au moment où vous mettez l'huile dans l'amortisseur, vous voyez là, elle déborde un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites émulsion, on va compléter le volume du bouchon en huile. Donc, il y a certaines techniques qui visent à mettre de l'huile dans le bouchon et ensuite le retourner et le mettre sur l'amortisseur. Ça dépend des voitures. Je sais que par exemple, sur les Kyosho, en général, les tutos font plutôt ça. Vous mettez de l'huile dans le bouchon et vous le retournez. Nous, sur le TLR, on n'a pas forcément besoin de le faire. Le bouchon est assez plat, assez bas. Donc, juste que l'huile soit vraiment, vraiment débordante. On verra plus tard, si l'huile ne sort pas, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Donc, on vient serrer le bouchon. Donc là, peu importe la position de la tige, dans tous les cas, on va serrer la vis plus tard. Donc la tige, pour l'instant, vous la laissez complètement à l'extérieur. Vous reprenez les outils ou vous prenez un petit tournevis que vous mettez en travers. Faut-il faire la chasse d'air aussi? Là, on va y voir. Voilà, là, on est vraiment dans l'émulsion. Donc on vient serrer le bouchon. Voilà, le bouchon est complètement serré. La tige est dehors. On n'a pas mis la vis de purge encore. L'amortisseur est encore à l'air. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez faire sortir l'huile, l'excédent d'huile par la vis de purge. Alors ça, c'est particulièrement vrai sur des amortisseurs 1/10, par exemple. Donc là, on fait sortir toute l'huile par le bouchon. Voilà, donc là, j'ai ma tige qui est complètement à l'intérieur. Alors, pour les amortisseurs à émulsion, ce que je vous conseille vraiment, c'est de sortir le soufflet. Voilà, alors sur les voitures 1/10, c'est particulièrement vrai, vous n'en avez pas. Mais sortir le... Non, voilà, comme je te disais tout à l'heure, Cédric, pas besoin avec l'émulsion. Alors, faut pas non plus que l'amortisseur soit à moitié vide d'air, mais vous avez quelques bulles, peu importe, dans tous les cas, il y en aura quoi qu'il arrive avec l'émulsion, puisque l'amortisseur n'a pas de coupelle, n'a aucun système pour compenser le volume de la tige qui va rentrer.
Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous avez la membrane va compenser le volume de la tige qui rentre et qui sort de l'amortisseur. Si vous avez un système à émulsion, il n'y a absolument rien qui va permettre de compenser ce volume. Donc c'est l'air qui va se comprimer à l'intérieur de l'amortisseur pour compenser ce volume de tige. C'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, c'était pas une solution qui était à utiliser dans les trous, parce qu'en général ça met vraiment une grosse pression dans l'amortisseur et c'est pas quelque chose que je vous conseille dans les conditions difficiles. Alors Xavier, je t'inviterai à regarder la vidéo depuis le début, évidemment, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite graisse Losi. La vidéo sera en ligne, hein, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont raté le début, la vidéo sera en ligne avec évidemment l'intégralité. Donc là, je reprends ma vis de purge. Donc la tige est complètement à l'intérieur de l'amortisseur. J'ai fait sortir l'huile par la vis de purge. Et ensuite, je vais venir donc installer la vis sur mon tournevis et prête à serrer. Donc ma tige est complètement à l'intérieur. J'ai fait sortir l'huile par le trou de purge. En général, moi ce que je fais, c'est soit vous mettez la vis directement maintenant et ensuite vous procédez comme je vais faire, soit vous mettez votre pouce et vous pressez quand même assez fortement sur la vis de purge. Donc Cyril, ouais, pour nous, pour ce week-end, je partirais plutôt sur des émulsions. Donc voilà, je mets mon pouce pressé sur la vis de purge. Le but c'est de faire joint pour pas que l'air sorte. Et en fait là, je fais une dizaine d'allers-retours avec la tige. Voilà, de manière à mettre l'amortisseur en pression. Vous allez voir, c'est là où l'air va rentrer dans l'huile par les joints. Voilà, une dizaine de pressions. Donc pour l'instant, j'ai enlevé mon pouce. Faut faire attention à ce, quand vous faites ça, évidemment, il n'y ait pas de l'huile qui sorte par le trou de purge. Mais si vous pressez bien votre pouce, ça se fait tout à fait correctement. Si vous n'êtes pas sûr, vous remettez la vis. Hein, il faudra juste la renlever après. Et à ce moment-là, en fait, alors, on va voir. Voilà. Tout à l'heure, quand j'avais ma tige complètement à l'intérieur, il n'y a pas d'huile qui sortait. Et là, regardez, juste à faire 10 allers-retours, j'ai tout cet excédent d'huile encore qui sort. Et donc à ce moment-là, j'ai déjà à l'intérieur de l'amortisseur un mélange à émulsion, donc avec de l'air et de l'huile. Et à ce moment-là, donc toujours pareil, la tige complètement à l'intérieur de l'amortisseur et je viens serrer la vis de purge. Voilà. Donc c'est assez important de faire ça, de faire quelques allers-retours avec la tige avant de resserrer la vis de purge. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, votre amortisseur va être en pression. Et là, vous allez avoir énormément de rebonds. Et un amortisseur à émulsion avec beaucoup de rebonds, ça fait vraiment des choses très très bizarres en piste. Alors vous avez l'impression que votre voiture elle va être magique à la retomber des bosses. Sauf qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez pas d'amortisseur. Il va complètement se bloquer, se verrouiller sur la piste. Souvent même, peut-être c'est la question tout à l'heure qu'on m'a posée. Le problème venait peut-être ça. Alors je ne sais pas si vous étiez en émulsion ou pas. Mais c'est souvent le cas en fait si vous avez un amortisseur à émulsion ou même avec une coupelle. Hein, si vous avez serré la coupelle avec la tige complètement sortie ou à mi-chemin dans le corps de l'amortisseur, votre amortisseur, pour peu qu'il soit vraiment hermétique, vous avez énormément de pression qui se crée à l'intérieur de l'amortisseur et vous n'allez pas avoir un amortissement qui sera très très bon. Donc là, voilà, mon amortisseur à émulsion est complètement fermé. Le but, encore une fois, c'est que la tige, vous voyez, normalement, c'est à peu près comme tout à l'heure. On a la tige qui ressort un petit peu. Voilà, là, c'est, je pense, complètement dû, parce qu'on voit qu'il y a quand même un effet ressort. C'est complètement dû voilà, à la chaussette, comme on dit. Voilà, par contre, quand vous avez un amortisseur à émulsion en général, vous voyez, la tige, elle re-rentre quand vous la tirez. C'est complètement normal, sachant que vous avez une dépression qui se fait à ce moment-là. Ouais, Nicolas, je fais exactement pareil sur les amortisseurs à 1/10. C'est exactement le même principe. Par contre, là, on a un petit bruit, c'est normal. On a volontairement mis de l'air dans l'amortisseur en mélange avec l'huile. Donc vous inquiétez pas si à ce moment-là, quand vous êtes à émulsion, vous avez ça. Il se peut quand vous laissez même votre amortisseur un petit peu sur la table ou sur la voiture, vous allez avoir un vide d'air en haut. Donc quand vous allez rentrer votre amortisseur complètement dans votre tige complètement dans l'amortisseur, le piston va être dans l'air.
Donc à ce moment-là, je vous conseille de pomper la tige quelques coups de manière à ce que vous ayez déjà un mélange d'air et d'huile à l'intérieur. Donc voilà pour le montage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Même piston au niveau des trous, oui. En général, c'est la même chose. Ça vous apporte juste un petit peu plus de grip si vous utilisez émulsion que si vous utilisez coupelle. Donc voilà, pour le montage, on a terminé. Donc maintenant, ce que je vais essayer je vais essayer de vous guider surtout sur le réglage de l'amortisseur. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on essaye de faire, c'est régler très souvent l'huile en fonction du piston. Alors, en général, si vous êtes à votre club et vous dites à votre pote, t'as quoi comme huile? Ben ouais, il faut déjà savoir quel piston. En général, plus on a des trous qui sont gros en diamètre. Alors attendez, peut-être qu'on a d'autres questions. Tu utilises le même grade d'huile pour mêmes conditions? Oui, alors en général, alors encore une fois, en général, les amortisseurs à émulsion, comme on n'a pas la coupelle qui va amortir un petit peu ce temps de latence quand la tige vient rentrer dans l'amortisseur, en général, je diminue un petit peu l'huile. On peut être de l'ordre de 2,5 par exemple, ou 50 si on est en CST, 2,5 si on est en WT. Si on est en émulsion, l'amortisseur est naturellement un petit peu plus dur à l'utilisation. Donc vous pouvez baisser un peu en huile, c'est très léger, mais globalement, oui, avec l'émulsion, on baisse un petit peu en hydro qu'avec un amortisseur à coupelle. Si la tige revient, Rémi, en fait c'est juste que l'amortisseur à ce moment-là, comme on l'a fermé complètement avec la tige dedans, quand tu ressors la tige de l'amortisseur, en fait on a un phénomène de dépression. Donc comme on l'a fermé avec la tige complètement à l'intérieur, si tu ressors, l'air est vraiment aspiré à l'intérieur, donc c'est pour ça que la tige a tendance à re-rentrer à l'amortisseur. Donc ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que ma voiture est trop molle? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ma voiture est trop dure? Alors, c'est très compliqué de vous expliquer ça comme ça de but en blanc. En général, ça dépend des voitures, ça dépend des conditions, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a quelques petits détails qu'on peut regarder. Alors, j'ai ici ma voiture. On verra après comment on va faire. Mais en général, si quand vous... Alors, claquer, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, je vais prendre ma voiture, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai ma voiture ici. Les amortisseurs là, ils sont montés à émulsion, mais peu importe. Quand vous mettez votre voiture au sol, donc il y a aussi un réglage qui est très important, c'est le réglage des ressorts. Voilà. Donc le réglage des ressorts, réglage de l'huile et des pistons, c'est quelque chose qui va toujours ensemble. En général, plus vous allez avoir un nombre de trous important, plus on va essayer de réduire la section, sinon vous allez devoir aller trop en huile. Donc par exemple, on tourne aux alentours de 8 trous avec des diamètres de 1,2, 1,3 pour un buggy 1/8, hein, évidemment. Et puis quand on diminue en nombre de trous, on a tendance à réduire la section. Donc si on est en piston 5 trous, on a tendance à augmenter, pardon. Donc si on est en 5 trous, par exemple, on va plutôt travailler avec 1,5, 1,6, voire même 1,7 des fois. Et puis plus on va diminuer en nombre de pistons, plus on va diminuer le diamètre. Pour essayer de garder encore une surface de trou à peu près constante. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le diamètre du trou sera petit, plus votre voiture va être en général nerveuse et réactive, donc avec un petit peu plus d'adhérence. Et quand vous allez avoir un trou qui est en général plus gros en diamètre, votre voiture va mieux passer dans les trous et aura un petit peu moins d'adhérence. Alors, c'est compliqué à définir comme ça, mais par exemple avec un piston 5 trous, comparé à un piston 8 trous, le piston 5 trous apportera plus de confort dans les trous, apportera un petit peu moins d'adhérence. Par contre, la voiture aura plus de mouvement de châssis, sachant qu'on aura plus de passage d'huile à ce moment-là. Et à contrario, un piston 8 trous, avec donc des trous plus petits en diamètre, sera mieux sur les bosses, aura plus de motricité, plus de grip en général. Donc ce qu'on fait en général, c'est que sur le grip, ou quand il y a beaucoup d'adhérence, on augmente le diamètre du trou. C'est valable aussi quand la piste est trouée. Et si la piste est plutôt plate et sans grip, on a plutôt tendance à diminuer la section des trous. Donc moi ce que je fais par exemple, et je sais que Jérôme aussi le fait comme ça, c'est que
Par exemple, dans les pistes très plates, on utilise 5x1,4, 5x1,5 et sur les pistes à trous, on utilise 5x1,5, 5x1,6. Donc plus de passage d'huile va permettre que la voiture travaille plus et donc ait un meilleur comportement dans les trous. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ma définition de la chose. C'est compliqué à expliquer, mais encore une fois, piston 5 trous, 6 trous, 8 trous, je pense que piston split, c'est encore, je dirais, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que ça permet d'être entre un 8x1,2 et un 8x1,3. Après, on va pas vraiment rentrer dans la technique du piston, mais si vous avez des trous de diamètre différents, vous allez avoir des forces de cisaillement différentes à l'intérieur du piston. Là, je vous ai perdu. Non, mais voilà, on va avoir des forces différentes à l'intérieur du piston, donc ça va faire encore des choses. Pour moi, la première règle à faire, c'est que quand vous allez en piste, vous allez sentir la différence et c'est souvent comme ça qu'on va régler la voiture. C'est à l'empirique, vous allez en piste et puis vous essayez et puis vous verrez bien comment vous vous sentez vous avec la voiture. Mais encore une fois, règle d'or. Ah bah parfait. Ah voilà. Sparenza Sandy, voilà. Tu poses ta question pile au moment où j'allais dire. Encore une fois, pour moi, peu importe 5, 6, 8 trous, on reste dans du classique, on reste dans du standard, on ne part pas sur des pistons à clapet. Il y a énormément de choses à tester sur un buggy échelle 1/8. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des pistons à clapet. Il faut d'abord, quand on sait déjà, j'ai pas la science infuse, j'essaye de vous aider, mais je sais déjà pas des fois régler ma voiture comme je la voudrais. Donc c'est très facile d'être perdu. Ce que je vous conseille, c'est surtout de rester dans la facilité, dans la simplicité et ne pas partir dans des pistons à clapet, dans des pistons à double effet, dans toutes ces choses-là, parce que c'est pas magique, parce que les pros n'utilisent pas ça. Et donc, moi, je vous le conseille pas. Ça peut être très bien dans certaines conditions, comme j'ai dit tout à l'heure, et très mal dans d'autres conditions. Donc, là, maintenant, on va essayer d'adapter l'huile au réglage de la voiture. Donc, l'huile, elle dépend surtout de la voiture, des amortisseurs et des pistons. Donc, si vous avez votre pote à la piste qui a un Kyosho et vous avez un Losi, vous ne pouvez absolument pas comparer les choses. Ça vous donne un ordre d'idée, mais la répartition des masses, elle est complètement différente. Les pneus vont peut-être être différents. Donc, ça va complètement changer les choses. Salut Alex, adepte des clapets sûrement pour ta part. Eh ben non, moi je conseille pas. Donc voilà, il faut pas comparer. Comparer d'une voiture à l'autre, c'est possible. Comparer à voiture égale, un setup à un autre, c'est possible. Comparer d'une voiture à une autre, c'est complètement impossible. Ça vous donne un ordre d'idée, mais comme je vous l'ai dit, les voitures sont toutes différentes, les pneus sont tous différents et c'est souvent très délicat de vraiment se fier à une autre voiture ou à une voiture d'une autre marque en l'occurrence, parce que tout est différent, parce que les diamètres de piston à l'intérieur du corps sont différents. Voilà, c'est très difficile à comparer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on va essayer de lâcher la voiture, vous voyez, à une distance d'à peu près 2 mètres. J'y arriverai pas. Donc d'à peu près une cinquantaine de centimètres de la table. Voilà, on l'a fait tomber. Il faut qu'à ce moment-là, vous voyez, le live n'est pas en slow motion, je suis désolé, mais en fait, on voit que le châssis travaille au moment où on lâche la voiture. Voilà, on a un mouvement quand même de la suspension, donc elle n'est pas complètement verrouillée. Par contre, le châssis vient pas toucher par terre. Ça, c'est important. Quand vous lâchez la voiture comme ça, le châssis ne vient pas toucher par terre. Alors on a toute la configuration, la voiture est prête à rouler avec l'accu, avec tout. Sur un nitro aussi, c'est aussi important de le faire avec le plein d'essence évidemment, parce que le poids va varier d'une centaine de grammes à chaque fois. Donc quand vous lâchez la voiture au sol, il faut qu'il y ait un mouvement de châssis de quelques centimètres, mais que le châssis ne touche pas par terre. Si quand vous lâchez votre voiture, le châssis vient complètement claquer la table, c'est que l'huile en général est trop molle. Et si quand vous lâchez votre voiture, il n'y a absolument aucun mouvement, que votre voiture est très rigide, c'est en général que l'huile est trop dure. Alors, évidemment, ça c'est dans des conditions où tout fonctionne parfaitement. Si votre suspension elle est libre, si vous avez bien travaillé sur la voiture, qu'elle est propre, qu'elle n'est pas pleine de poussière et qu'elle est prête à rouler. Si vous avez les suspensions qui sont complètement bridées, vous n'allez pas pouvoir régler les amortisseurs. Mais en général, cette indication de lâcher de voiture, ça vous donne un ordre d'idée de ce qui va se passer en piste.
Souvent, vous allez retomber d'une bosse, par contre, pardon, vous allez retomber d'une bosse et puis la voiture, elle va claquer du train avant, elle va retomber et vous n'allez pas pouvoir remettre les gaz trop tôt, sinon vous allez partir sur le train arrière. Ça, en général, c'est que l'hydraulique est trop molle. Donc, vous pouvez faire aussi, évidemment, un train par un train, donc soit le train avant, soit le train arrière, toujours de la même façon. Il faut qu'il y ait un certain mouvement et pas que le châssis vienne taper par terre. Donc ça, c'est pour l'hydraulique. Pour l'huile, en général, c'est comme ça qu'on règle l'huile. Pour régler le ressort, on vient écraser complètement la voiture sur la table et on la lâche. Il faut, en général, que les 4 amortisseurs reviennent à leur point neutre au même moment. Si vous lâchez vous pressez la voiture, vous lâchez, les amortisseurs avant vont remonter complètement et les amortisseurs arrière ils n'ont pas bougé. En général, c'est soit que les ressorts à l'arrière sont trop mous, soit que les ressorts à l'avant sont trop durs. Mais en général, il faut avoir quand même une homogénéité donc des 4 amortisseurs, pour que quand vous lâchez la voiture, elle remonte de manière homogène. Alors ça, évidemment, c'est valable quand vous avez réglé la précontrainte, quand vous avez aussi réglé les débattements, c'est un petit peu moins d'incidence dans ce cas-là. Mais pour régler les ressorts, il faut en général que vous ayez réglé la garde au sol. Alors, la garde au sol et tout ce qui est réglage un petit peu à côté, on verra plutôt dans un autre tuto. Mais la garde au sol, voilà, on règle la hauteur de châssis avec ces molettes-là. Les vis que vous avez emprisonnées dans le triangle, ça n'a absolument rien à voir avec la garde au sol de la voiture. En fait, les vis qui sont emprisonnées dans les triangles, ça règle le débattement, donc ça règle la longueur d'amortisseur que vous allez avoir, donc la position de la roue quand vous lâchez complètement la voiture, donc plus ou moins haute. Et à ce moment-là, donc vous allez avoir plus ou moins de débattement, mais les molettes là ne changent absolument pas le débattement. Les molettes ici changent que la garde au sol, donc la distance entre le châssis et le sol. Donc c'est ça qu'on va essayer de régler. En général, moi je mesure la garde au sol sous le châssis à cet endroit-là, voilà, et sous le châssis à cet endroit-là. Donc je mets en général 25 à l'avant, 29 à l'arrière. Donc vous réglez d'abord cette garde au sol là, et ensuite vous pouvez plutôt voir avec le ressort. Ça vous donne un bon aperçu de l'hydraulique d'abord, donc de l'huile, de la jeter comme ça. Et le ressort, c'est plutôt quelque chose au feeling aussi qui va se faire en fonction des conditions. Peut-on observer une usure sur un amortisseur à long terme? Alors Bastien, j'avais déjà répondu à ça tout à l'heure, ça dépend vraiment des voitures. Je sais qu'il y a des voitures où les traitements des cordes d'amortisseurs sont vraiment pas de bonne qualité. L'huile en général elle est noire dans ces conditions-là. Donc effectivement on a une usure du corps d'amortisseur. Peut-être qu'à la longue on va avoir à monter un petit peu en hydraulique plutôt qu'un corps qui est complètement neuf. Je sais qu'avec les corps TLR par exemple, vous allez pouvoir rouler une dizaine d'heures. À partir du moment où votre soufflet est bon, l'huile elle reste blanche. Donc encore une fois, si vous faites l'entretien de votre voiture, vous refaites vos amortisseurs. Alors les amortisseurs, moi je les refais avant toute compétition, donc course régionale ou championnat de France. C'est pas forcément nécessaire sur un TLR, c'est très conseillé sur une autre voiture. Je citerai pas encore de marque encore une fois, mais sur d'autres voitures, si vous ouvrez vos amortisseurs après 1 heure et que l'huile elle est noire, je vous parle même pas de marron de poussière, mais noir, ou oui, marron de poussière. C'est en général que les joints ils commencent à être un petit peu fatigués, que la poussière elle va rentrer à l'intérieur de l'amortisseur, et donc peut-être que soit il faut changer les joints, soit vraiment faire un entretien. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure avec la graisse, ça permet d'assurer une étanchéité quand même, mais si les joints ils sont complètement déglingués, ben, malheureusement votre amortisseur il va fuir déjà dans un premier temps, et puis la poussière elle va rentrer dans un second temps. Quand la poussière rentre, en général, c'est comme le dentifrice, ça polit et du coup, bah, ça fait une usure prématurée des amortisseurs. Donc en entretien, voilà, toutes les 10 heures ou 20 heures, même selon les voitures, vous refaites l'huile. Donc vous jetez l'huile à la poubelle, vous nettoyez correctement l'intérieur du corps d'amortisseur avec un chiffon et puis vous le refermez. Cyril, l'ancrage, alors évidemment, ça c'est un petit peu en périphérie. J'essaye de vous donner des petites infos comme ça. Pour moi, l'ancrage, ça restera setup. Donc, j'aimerais y revenir sur un tuto vraiment complet, réglage de la voiture, mais malheureusement, c'est compliqué. Là, on est dans les amortisseurs, alors on peut peut-être évidemment, effectivement, voir l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage a à voir avec l'amortissement? En général, si
vous inclinez l'amortisseur, donc vous le passez par exemple du trou extérieur au trou intérieur sur le triangle, votre voiture va avoir tendance à prendre plus de roulis, donc elle va avoir plus de mouvement de châssis dans le virage. Donc le roulis, c'est en fait quand votre voiture, voilà, elle s'écrase comme ça, c'est ce qu'on appelle le roulis. Des choses qui tombent. Donc ce qu'on appelle le roulis, donc si vous mettez au point intérieur, la voiture aura plus d'adhérence mais plus de roulis dans le virage. Si vous mettez extérieur, la voiture va perdre de l'adhérence. Moi ce que je conseille sur l'Audi, c'est de vraiment rester toujours à l'intérieur. Si vous passez à l'extérieur, d'une, votre débattement va pas être correct, et de deux, vous allez perdre vraiment en efficacité. La voiture, elle va avoir tendance à pas pardonner du tout, pas prévenir, c'est-à-dire que au lieu de prendre du roulis et ensuite peut-être partir en deux roues si elle doit partir en deux roues, et ben elle va partir en deux roues tout de suite si vous êtes au trou extérieur, alors que si vous êtes à l'intérieur, vous allez quand même le sentir, vous allez quand même sentir que la voiture elle a un mouvement de châssis avant de vraiment s'envoler. Donc ça c'est pour la position sur le triangle. La position en haut, si vous couchez donc sur la tour, vous passez vraiment l'amortisseur en position plus inclinée, vous allez gagner en réactivité. La voiture elle va prendre moins de roulis, donc un petit peu le même phénomène que en bas. Quand on incline l'amortisseur, la voiture elle prend moins de roulis, elle est plus nerveuse, plus précise. Par contre vous allez avoir un moins bon amortissement, de même qu'en bas, hein. Et une perte en motricité, donc plus de mouvement, moins de mouvement de châssis, mais une perte de motricité. Donc à l'avant par exemple, si on incline les amortisseurs, on va avoir un gain de directivité, la voiture va rentrer beaucoup plus fort dans le virage. Par contre, après, à l'intérieur du virage, elle va avoir tendance à s'écraser un peu, à s'arrêter. Donc c'est pour ça que moi je conseille sur l'Audi la position au milieu sur la tour. Si vous inclinez plus, la voiture va être plus nerveuse, va rentrer plus fort dans le virage. Par contre, vous allez perdre en vitesse dans le virage. Et inversement si vous remontez. À l'arrière maintenant, exactement comme tout à l'heure, si vous passez le trou à l'intérieur, moi c'est ce que je vous conseille de faire en permanence. Le trou à l'intérieur permet d'avoir un meilleur amortissement, permet d'avoir plus de tenue du train arrière. Vous passez à l'extérieur, vous allez avoir tendance à avoir le train arrière qui fait un peu le serpent, qui perd en adhérence. Donc toujours le trou intérieur. Si vous passez le trou extérieur, c'est aussi sûrement à ce moment-là que vous allez arracher des chapes, si jamais ça vous est arrivé. Sachant qu'en général, pour pas arracher la chape aussi, voilà, on serre cette vis-là de débattement, c'est très important. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour moi c'est aussi quelque chose d'important sur le débattement des amortisseurs. C'est cette vis là qui est emprisonnée dans le triangle qui va vous faire le débattement. Alors c'est ce qu'on met sur la feuille de setup quand on met la longueur totale de l'amortisseur. On serre cette vis là donc à l'intérieur du triangle, plus ou moins. Alors je sais pas si on voit bien la vis que je montre, mais c'est la vis compliquée. Voilà. C'est la vis qui est emprisonnée dans le triangle, c'est celle-là qui va vous permettre de régler le débattement. Donc en général, vous la serrez ou la desserrez de manière à ce que, voilà, si je serre la vis, en gros, ça va avoir cet effet-là. Si je la desserre, le triangle va redescendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le débattement. Et sur un Losi, on règle à 112, donc l'anthrax entre la position haute et la position basse de l'amortisseur. On visse donc cette petite vis pour avoir 112. Si vous avez plus que 112, c'est à ce moment-là que vous prenez le risque d'arracher la chape. Je vous ai dit tout à l'heure avec le montage des amortisseurs comme on l'a fait, c'est garanti. Si vous mettez 112 à l'arrière avec le trou intérieur, c'est garanti que vous n'arracherez plus de chape. Voilà. Si vous mettez le trou extérieur, vous êtes un peu à la limite de la longueur de l'amortisseur, il se peut que ça s'arrache. Donc toujours le trou intérieur. Et tout à fait, cette vis-là, Jean-Pierre, vient buter sur le châssis et c'est ce qui fait en fait, voilà, là, je ne sais pas si on la voit, vous voyez, cette petite vis-là. Voilà, cette vis-là, c'est ce qui va permettre de régler le débattement. Et c'est ce qui va permettre de toucher le châssis. En fait, si on la serre, ben voilà, elle vient buter le châssis et elle vient limiter le débattement. La position en haut, exactement de la même façon, si on vient coucher l'amortisseur, la voiture aura tendance à avoir plus d'adhérence, plus de grippe. Par contre, elle va s'écraser, elle va prendre un petit peu plus de roulis dans le virage, donc elle va s'écraser dans le virage. Et si vous remontez, la voiture aura tendance à être un peu mieux amortie. Par contre, vous allez perdre en adhérence dans le virage parce que la voiture va rester un petit peu plus à plat. C'est pour ça que moi je vous conseille de rester toujours au trou numéro 2 aussi. Si vous inclinez les amortisseurs, la voiture va tendance à prendre plus d'adhérence du train arrière, mais à s'écraser aussi plus. Et ça va peut-être vous créer un problème en sortie de virage quand vous allez remettre les gaz où la voiture elle est encore écrasée sur le train arrière et du coup ça va la faire glisser. Donc en voulant avoir plus de grippe, en fait vous allez peut-être créer un problème compliqué.
complètement différent. Alors Rémi, non, justement, je l'ai expliqué tout à l'heure, pas de tige Truggy, a interdit les tiges Truggy, parce que le problème de la tige Truggy, en fait, si vous mettez la tige Truggy, donc moi c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de proscrire. Pourquoi on met la tige Truggy en général? C'est pour éviter d'arracher la chape. Si vous mettez la chape comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc bien serrée à fond complètement, et vous la desserrez un petit peu, et vous n'arracherez pas les chapes, donc pas besoin d'utiliser les tiges Truggy. Le problème de la tige Truggy, c'est que vous avez tendance à serrer cette vis là pour régler le débattement de l'amortisseur à 112, pas de problème. Avec la tige d'origine, le triangle il va quand même descendre un petit peu, vous voyez, il y a toujours un petit peu de flexion, le triangle descend, malgré que la vis soit en contact avec le châssis, vous avez toujours un petit peu de flexion du châssis, du plastique. Si vous mettez les tiges de Truggy, le problème c'est que on va plus du tout arriver en butée de l'amortisseur. Donc sur un choc par exemple, vous allez avoir le triangle, là vous voyez il continue de descendre, mais après j'arrive à la longueur de l'amortisseur, donc je ne peux pas aller plus bas. Si vous avez les tiges de Truggy, l'amortisseur va vraiment permettre sur un choc, là ce que je fais là c'est rien, hein, sur la piste on a vu des photos où la jante elle est carrément sous le châssis, hein. Donc sur un choc vous avez en fait le triangle qui va complètement descendre là, et ensuite vous allez déboîter le cardan, et ça je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, donc je vous conseille absolument pas les tiges de Truggy, sachant qu'en piste ça n'a aucun intérêt pour moi, sachant que la tige de Truggy, quand vous allez arriver en débattement maximum, en fait le piston va être complètement dans la coupelle parce que la tige elle est longue, et puis quand vous allez arriver en débattement maximal, vous allez déboîter le cardan, donc tige de Truggy pour moi c'est niette. C'était pour passer mieux dans les trous. Très sincèrement, le but de la tige de Truggy c'est de mettre plus de débattement, et voilà Georges, et ouais, on l'a dit. Non, plus de débattement dans les trous, vous n'allez pas forcément avoir un gain, vous allez avoir l'impression d'avoir un gain parce que en fait la voiture va avoir plus de mouvement, plus de débattement, mais vous n'aurez pas plus d'amortissement, sachant qu'avec le montage de la chape là, vous pouvez casser le cardan, ouais. Et évidemment, vous pouvez passer de 112 à 114, vous pouvez même aller à 114 en débattement. Je vous conseille pas de faire plus parce que dans les trous, votre voiture elle passera pas mieux. Il y a des choses à faire sur le réglage pour que la voiture elle aille mieux dans les trous, mais la tige de Truggy, franchement, vous allez créer d'autres problèmes, et je pense que Georges pourra en témoigner aujourd'hui. Ça va faire vraiment d'autres problèmes. Ce qu'il faut savoir aussi sur les ressorts, pour vraiment compléter un peu le package, les ressorts, plus vous allez mettre des ressorts mous, en général, plus la voiture va avoir un mouvement de châssis, donc à l'accélération, elle va avoir tendance à se lever de l'avant, à s'écraser de l'arrière, et inversement au freinage, elle va vraiment avoir un mouvement de s'écraser du train avant et de se lever beaucoup du train arrière. Donc en général, ressort mou donne plus de grip, plus d'adhérence, mais la voiture perd en précision. C'est-à-dire que quand vous allez avoir par exemple une chicane, vous tournez le volant, avec les ressorts mous, la voiture elle va avoir un effet de châssis gauche à droite, et en fait vous allez perdre un peu de réactivité, perdre un peu de nervosité sur la voiture, et du coup perdre du temps. Alors qu'avec des ressorts plus durs, vous allez pouvoir tenir le cap mieux. Des ressorts plus mous à l'arrière en général facilitent la voiture dans les trous. Par contre, vous allez avoir plus de grip aussi sur le train arrière, et du coup ça peut poser problème. Moi j'utilise toujours les ressorts verts à l'arrière. Alors, je ne sais pas si on voit bien la référence, 243 020. Donc voilà, j'utilise toujours ces ressorts verts à l'arrière. Si vous utilisez gris ou rouge, évidemment la voiture passera mieux dans les trous. Le problème c'est que vous allez vraiment donner aussi beaucoup d'adhérence au train arrière, et après dans les 180 la voiture elle peut manquer un peu de directivité. Si par exemple vous êtes avec les ressorts silver d'origine et que vous trouvez que votre voiture elle n'est pas très facile à piloter dans les trous, je vous conseille de passer au rouge, ça pourra améliorer ça dans les trous. Par contre, vous allez aussi gagner de l'adhérence, gagner du grip. Et sur les sauts, par contre, votre voiture elle sera un petit peu moins bien. Donc c'est pour ça que moi j'utilise toujours les ressorts verts. Ça permet que la voiture elle soit très précise du train arrière, très bien tenue. Et aussi sur les bosses, elle va avoir tendance à lever plus au début du saut. Et donc après pour avoir un meilleur contrôle en l'air. Ça aussi c'est vrai que ça permet de régler les amortisseurs, régler les ressorts. Si votre voiture elle a un comportement assez bizarre quand vous sautez une bosse, si elle part vraiment beaucoup de l'avant ou beaucoup de l'arrière, c'est peut-être que votre balance de ressort est pas très bonne sur n'importe quelle voiture que ce soit.
Ce que je vous conseille en général, c'est de suivre les réglages que font les top pilotes, parce qu'en général, ils sont plusieurs jours par semaine à la piste, donc s'ils utilisent, pour nous, les verres devant, les grilles derrière ou les verres partout, comme je le fais moi, ça reste quelque chose qui est équilibré avec la voiture, qui est pas vraiment en fonction du pilotage, qui est plutôt dépendant de la répartition des masses de la voiture, et c'est plutôt quelque chose que je vous conseille de suivre. Après, vous adaptez évidemment l'huile en fonction des pistons et de votre pilotage, mais les ressorts, c'est quelque chose qui varie très peu. Arnaud qui nous demande, vaut mieux monter les huiles et laisser le ressort mou ou monter un ressort et baisser les huiles? Alors effectivement, c'est une bonne question. En général, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir une hydraulique un petit peu plus dure et des ressorts un petit peu plus mous. Alors c'est pas forcément ce que j'ai fait sur la voiture là, parce que des ressorts plus mous, ça rend la voiture moins nerveuse. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'huile, elle va toujours avoir une petite dégradation quand même dans la durée. Donc si vous faites une finale de 30 minutes par exemple, vos amortisseurs ils vont un petit peu se ramollir, donc vaut mieux être un petit peu dans la partie un petit peu plus dure qu'un petit peu trop molle. Et la voiture gagnera quand même en précision d'avoir de l'huile un petit peu plus ferme, sachant que le ressort, si vous avez un ressort qui est trop dur ou trop mou en général, évidemment ça peut faire naître des problèmes en piste, mais ce sera vraiment minime comparé à un problème d'huile. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de bien régler l'huile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est le moment. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour des amortisseurs. Je vois plus d'autres questions, d'autres choses. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres choses sur les amortisseurs. Donc, on va peut-être refaire un point, bien faire attention. Toujours, encore une fois, toujours une seule marque d'huile dans votre caisse, très important. Si vous montez en huile ou si vous voulez descendre en huile, très important d'avoir toujours une marque d'huile. Je vous conseille la TLR ou la RC Concept. Pour moi, c'est les huiles qui ont été testées en laboratoire qui sont les meilleures aujourd'hui sur le marché. Donc, très important de faire attention à ça. Ensuite, pour l'huile, donc faire attention à ça. Ensuite, le montage des amortisseurs avec l'échappe. Voilà. Pour l'arrière qui remonte pas bien, Néel, oui, je l'ai dit, tout à fait. En général, l'arrière qui remonte pas bien, soit effectivement il y a quelque chose qui est bridé sur la voiture, soit le ressort est trop mou en fonction de l'huile, soit surtout vérifie bien quand tu lâches la voiture ou quand tu la jettes qu'il y a un mouvement. S'il n'y a pas du tout de mouvement, c'est que déjà l'huile est trop dure et du coup après le ressort est trop mou pour pouvoir remonter la voiture quoi qu'il arrive. Donc je ferai déjà dans un premier temps baisser l'hydraulique et ensuite pourquoi pas durcir le ressort qui va plutôt tendance à faire remonter la voiture. Donc le débattement avant aussi, donc on a dit 112 tout à l'heure, en général on fait 103 à l'avant, sachant que si vous mettez 104 la voiture sera un petit peu mieux dans les trous, par contre elle va cabrer plus à l'accélération, donc il faut faire attention à ça. Hauteur d'amorto avant, voilà, j'ai répondu. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on avait une autre question très intéressante là, j'ai vu passer. Sur la glisse, on durcit ou on baisse l'huile? En général, sur la glisse, on essaye de donner un maximum de mouvement de châssis à la voiture. Donc on va baisser les barres anti-roulis, faire ce genre de choses. Alors ça, ce sera vraiment quelque chose qu'on verra plutôt sur une autre partie du setup. Mais en général, sur la glisse, on essaye de donner un maximum de mouvement de châssis, donc de gauche à droite et un peu en avant-arrière pour générer de la motricité, générer du grip. Donc on aura tendance à baisser un petit peu en hydro, baisser en huile, baisser en ressort pour faire en sorte que la voiture puisse accrocher mieux. Alors après, toujours pareil, il y a toujours une limite. Trop mou, c'est aussi problématique parce que ça va être trop mou et ça va enlever du grip. Sachant que par exemple, quand vous avez un hydro plus dur, en général la voiture est aussi plus réactive, plus nerveuse. Mais ensuite dans le virage elle va pas prendre le roulis, elle va pas générer ce grip. Nathan qui nous demande comment on mesure le débattement. Alors le débattement c'est avec un pied à coulisse en général. Donc on vient prendre l'anthrax. Alors je vais essayer de vous le faire comme ça. Hop. On vient prendre l'anthrax en fait ici, vous voyez, entre le point en haut de l'amortisseur là et le point en bas. Le point en bas qui est là. Voilà. Donc en fait on mesure la distance entre l'écrou de l'amortisseur et le pied de l'amortisseur en bas ici.
Voilà, quand on met 112 mm par exemple sur l'Aussie, c'est entre l'écrou en haut, donc l'axe de l'écrou et l'axe de la vis en bas. Barre anti-roulis, oui, toujours. Alors ça, encore une fois, c'est le setup, on y reviendra plus tard. Mais les barres anti-roulis, c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est un réglage aussi à part entière et on verra bien ça plus tard. Trop mou, la voiture semble flotter, oui, je suis d'accord. Donc voilà, je pense que on a fait à peu près le tour, à moins que vous ayez encore, d'autres questions. Donc, comme on l'a dit, les pistons, ça varie en fonction du nombre de trous, en fonction du diamètre des trous. Des trous plus petits, en général, plus d'adhérence. Des trous plus gros, en général, moins d'adhérence, mais un meilleur comportement dans les trous. Voilà, ça c'est une généralité. Ça dépend vraiment de votre voiture. En général, il y a des voitures qui roulent plutôt avec des pistons 8 trous. Il y a des voitures qui roulent plutôt avec des pistons 5 trous. Donc voilà, c'est vraiment une base que j'essaye de vous donner là. Sachant que peu importe le piston, peu importe l'huile, il faut quand même que votre voiture elle ait quand même un comportement correct sur la table. Si vous la lâchez et qu'elle vient complètement s'écraser sur la table, c'est que vous n'êtes pas bon au niveau amortisseur. Voilà. Donc n'hésitez pas à continuer de poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre évidemment. Et puis aussi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc si vous avez des sujets, à me demander, si vous avez des choses que vous avez en plus envie de savoir que d'autres, eh ben Malcolm, comme tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette vidéo. Elle va être en ligne, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas je vais la mettre en ligne. Donc elle sera en ligne, tout est dit, je vous laisse regarder. Et puis après, si vous avez encore des questions, on y reviendra. La différence, Alexandre, entre l'avant et l'arrière, en général, ça dépend vraiment des voitures. Je sais que sur l'Aussie, en général, on fait entre 5 et 10 WT entre l'avant et l'arrière. Il y a d'autres voitures, c'est plutôt 50 CST. Ça dépend vraiment de la voiture et de la répartition des masses. Comme je vous ai dit, il faut que la voiture elle a un mouvement homogène quand vous la lâchez. Encore une fois, hein, quand vous la lâchez, si elle vient claquer de l'avant et que l'arrière ne bouge pas, c'est qu'elle est trop molle de l'avant et trop dure de l'arrière. Donc vous équilibrez toujours ça pour que quand vous la lâchez, le châssis il ait le même mouvement à peu près à l'avant et à l'arrière et puis qui remonte de la même manière. Donc voilà, ça c'est vraiment le réglage un peu en statique comme ça. Le réglage sur la piste évidemment vous donnera peut-être un autre comportement, sachant que par exemple quand il y a une piste qui a énormément d'adhérence, la voiture va avoir énormément de mouvement de châssis et du coup à ce moment là on va durcir l'hydraulique malgré qu'elle soit très bien sur la table. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va opérer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets qui vous passent par la tête, des choses auxquelles vous aimeriez bien qu'on discute, des questions. Voilà, le sujet de la semaine prochaine, pour l'instant, il n'est pas établi. On a plein de choses à voir. On a le setup de la voiture, on a les pneus, on a le collage des pneus, on a le réglage de la radio, on a peut-être le réglage moteur, on y reviendra. Voilà, on a énormément de choses à faire. Donc je vous laisse pour ce soir et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. So guys, just the video is gonna be online. The main tips right now that I did on the video is first, make sure you use only one brand of oil. It's really important. For example, if you want to go softer with the oil and you have two different brands in your toolbox, it's not gonna work because one is gonna be softer, the other one is gonna be hotter. So for sure, be really careful with that. On the shock end, I show in the video how to tie the shock end. For me, you tied it fully and then you untie it like 1/8 of a turn. It's really important to do that. If you use the standard shock shaft and you just use the real good droop setup, you're not gonna strip the ball end. So just make sure you adjust the droop with the right screw. The droop is gonna be the length of the shock. To adjust the right height, I know you know that, but I'm just saying it. To adjust the right height, it's here that you have to adjust it, and to adjust the droop, it's with the screw that is in the arm. We did the difference between emulsion and bladder. For me, emulsion is going to give more grip, but bladder is going to give less grip but a better behavior of the car in the bumps. Bladder is going to be better on the rough and high grip track. Emulsion is going to be better on
flat track and with quite low grip and a lot of jumps. Another thing is when you set your shocks, there is for sure a setup on the table and a setup on the track, but when you set up your shocks, the main thing is the car has to have kind of a motion. So if the chassis doesn't move at all when you just leave it to the ground, and it probably means that your shocks are too hard, the oil is too hard. For the spring setup, just make sure that the car is balanced. So for sure, when you just leave the car, and make sure the front and the rear is pretty balanced. So if the front flat the ground, it's probably the front is too soft, it's the rear is too soft. So you just you make sure the balance is all right between the front and rear. For the spring setup, what I do myself, I just go on the table like that, I release the car, and it has to be balanced. So if the car just go a lot faster on the rear and slowly on the front, for sure, it depends on the oil, but it can be also from the springs. Usually what we use on the TLR is green springs in the front, green springs in the back. So the option is the green springs here. Make sure you use those ones. It gives more grip to the car, more precision. I feel the car is a lot better like that. When you use the soft silver springs, the car is going to be a little bit better in the bumps, but the rear is going to be locked, so I don't really like it. I think that's pretty much it. We did the building with emulsion and bladder. So if you didn't see the video, just go back to the beginning. The video is going to be online, and then you can see all the building. It's in French, some sections in English, but for sure you can see the tips, the grease I'm using for the O-rings, the oil I'm using, the way I'm tightening the shaft. Everything is right here. So just make sure you go back to the beginning of the video. I think we did pretty much all on the shocks right now. Just make sure if you have any questions, just ask them right here. We're gonna have a new tutorial next week. So see you next week with a new subject. It's gonna be maybe radio setup, or the setup of the car, or many different stuff, because there is many subjects that we have to go through. Donc voilà, pour ceux qui sont encore là, rendez-vous la semaine prochaine, un nouveau tuto, les tutos de Renault. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été concentrés jusque là. Il est bientôt 20 h, et ben bon appétit à tous. Ciao!